Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je ne suis pas seul, je suis avec l'ami Capitaine Critique. Comment vas-tu? Hola camarade, bien et toi? Bah écoute, ça va plutôt bien, enfin en apparence comme ça, mais quand même, parce que je sors du cinéma, un film que toi tu as vu en avant-première et qui est sorti Exactement. ce mercredi en salle, le fameux Le El Visiteur famoso. du Futur. Mais le Visiteur du Futur, pas la web-série dont on a parlé en podcast il y a quelques jours. Non. Non, le premier brûlot sur grand écran, incroyable. Depuis Enfin. 2009, il s'en est passé des choses pour cette petite oui. bande. Et d'ailleurs, le film est réalisé par celui qui a créé la web-série et réalisé les épisodes, François Descraques, qui fait son premier long métrage au cinéma, j'imagine, forcément. Et alors, on retrouve des acteurs, actrices de la série, notamment dans le rôle du visiteur, Florent Dorin. Il y a aussi Raphaël Descraques, le petit frère du Réal, qui joue toujours Raph. Slimane Baptiste Berroun, qui est un peu le co-auteur aussi, qui joue le docteur Henri Cassafolt. Mathieu Poggi aussi, Matteo. Et même Lenny Cherino pour le rôle de Constance. Et puis il y a des apparitions aussi de Ludovic ou de Simon Astier. Ils sont là, bon, ils font fonction, mais ils ont été dans la série. Par contre, on a des ajouts. Et quand même de l'acteur qui pèse dans le ciné-game français. Notamment Arnaud Ducré, que vous avez pu voir dans Les Profs, ou récemment Divorce Club, qui joue le père un petit peu au centre des problèmes. Sa fille, par contre, c'est son premier grand rôle. Enya Barou, qui est la fille, dans la vraie vie, cette fois-ci, d'Olivier Barou, de Cadet Olivier. Voilà, le réalisateur des Tuches, notamment. Et alors, on peut citer aussi les présences de Audrey Pirot, ou encore de Vincent Tirel, qui lui avait joué dans Les Dissociés, le premier film de vidéaste YouTube Suricat, Golden Moustache, etc. Très bon film d'ailleurs. Ouais, c'était sympa. Bon, il y a quelques caméos aussi, de McFly et Carlito, de David Marsay, de Monsieur Poulpe, de Ken Kojandi. On en parlera aux autres spoilers de leurs apparitions. T'as tous les gens des internets qui sont venus faire coucou, avec plus ou moins de longueur et d'importance dans le scénario. Alors l'histoire est tout à fait simple. Si vous avez suivi la web-série, déjà, c'est dans une forme de continuité, mais si vous ne connaissez pas la web-série, vous pouvez aller découvrir ce film en salle sans problème. Ça se passe donc techniquement sur deux temporalités, soit de nos jours, et en 2555, où le futur est dévasté. Il y a eu une apocalypse, et c'est là que notre visiteur et son équipe essayent clairement de changer les choses. Techniquement, même, il y aurait une troisième temporalité, celle de la brigade temporelle. Aussi. Voilà. Et en fait, qu'est-ce que veut empêcher le visiteur? La construction d'une centrale nucléaire qui va probablement exploser et créer un nuage radioactif qui va faire beaucoup de dégâts. Et alors pour cela, il faut s'en prendre à un politicien d'un parti, le NRD, je crois, je sais plus, le Nouveau Rassemblement Démocrate, je crois que c'était ça. Déjà le nom, tu sens quand même qu'il y a une couille dans le pâté, comme dirait l'autre. Et en fait, il faut empêcher ce politicien de signer le contrat pour que la centrale soit construite. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Essayer de l'arrêter, voire le tuer, tout simplement, pour empêcher que ça se fasse. Mais évidemment, la fille de celui-ci va s'interposer. Et pourtant, celle-ci veut empêcher aussi son père, autrement, de construire cette centrale. Donc il y a tout un jeu là-dessus. Le père et la fille se retrouvent dans le futur, ils découvrent que c'est le bazar, mais la brigade temporelle veut pas que le passé soit changé, parce que c'est comme ça. Ce qui est fait est fait. C'est un petit peu la politique de la brigade temporelle, qui est menée ici par Constance. Voilà. Et donc, c'est du cinéma. Attention, c'est plus une web-série. Et je te demande ton avis, mon cher capitaine, parce que t'aimes beaucoup la web-série, le film, tu l'attendais avec impatience, mais peut-être avec crainte aussi. Qu'en as-tu pensé ? C'est ça, j'avoue que j'avais une certaine crainte, notamment sur le fait que est-ce que la série allait soit être totalement, on va dire, fermée pour les non-connaisseurs, ou est-ce que au contraire ça va être un peu plus ouvert pour les non-connaisseurs, justement. Est-ce que ça va reprendre ce qu'on a vu dans la série et autres. Et au final, je dois bien avouer que je n'ai pas du tout été déçu. Voilà. J'ai tout simplement adoré ce film, que je reverrai prochainement dans les prochains jours. Ah oui. Tout simplement. Ouais, voilà, je dis ça comme ça. Bon, et toi? Alors, c'est vrai qu'au début, quand je rentre dans le film, tout ça, on se remet dans l'univers, et il y a quelque chose qui change quand même. Tu as par exemple Florent Dorin, qui joue le visiteur presque un peu plus sérieusement au départ, avec plus de rythme cinématographique. Mais très vite, on revient dans ce qu'on a aimé, et on découvre surtout une nouvelle histoire qui est à part, et c'est sur cette histoire-là que le film est bon. Pas uniquement sur le fanservice de la web-série, parce que là-dessus, à la rigueur même,
ceux qui voulaient un truc très proche de la web-série avec plein de clins d'œil risquent d'être un poil déçus, et c'est normal puisque le film a été créé pour qu'il y ait des nouveaux gens qui puissent découvrir. Donc voilà, il y a quelques personnages, on reviendra ça... Et encore, il n'y en a pas tant que ça non plus. Voilà, mais on y reviendra dans la zone spoiler, mais il y a quelques personnages, tu vois, ça vivote, on n'a pas les mêmes punchlines peut-être que sur la série, mais notre visiteur, très vite, on reprend conscience que c'est lui, Raph, qui a évolué, mais en même temps, des années sont passées aussi, il ne faut pas l'oublier. Ils ont respecté, les acteurs ont vieilli, mais ils ont quand même respecté, disons qu'il aurait pu avoir 4-5 saisons encore, et hop, on a le film. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a eu plein de trucs, de catastrophes évitées ou autres. Et après, il y a cette histoire très touchante, entre le père et la fille, qui est très typique sur le papier. Le père qui est une menace, donc il faut l'éliminer, mais la fille qui l'aime pas trop, mais quand même veut le garder parce que c'est son père, quoi qu'il arrive. Et donc du dilemme absolu avec cette brigade temporelle dont on comprend pas trop les motivations par moment, mais c'est assez clair. Et bon, il se passe des choses, etc. Et c'est surtout, parce qu'il y a ça, oui, mais alors sur l'univers, là on voit qu'il y a eu les moyens, et ils se sont donné justement les moyens de nous créer quelque chose. Visuellement, on en prend plein la gueule. C'est à la fois un petit peu... steampunk, mais pas trop, c'est pas comme Néo Versailles la 4e saison, c'est quand même délabré et tout. Les zombies, ils sont beaucoup plus réalistes, tout ce qui peut être ruine, etc., de Paris avec la Tour Eiffel, etc. Rien que le plan d'introduction, hein. Ah oui, tout à fait. Qui descend avec la centrale, voilà, bon, etc. Et j'irais même plus loin par rapport à la saison 4, j'ai eu l'impression que justement les créateurs de ce film ont pris en compte les retours que les gens faisaient de la saison 4, et j'ai l'impression que ce film est un peu, entre guillemets, un retour à l'intimisme des personnages, oui. Quitte à ne pas aller justement dans le grandiloquent, même si ils ont mis les moyens, et ça se sent. Mine de rien, ce film-là n'a rien à envier à certaines productions américaines sur certaines scènes. Oui. Notamment dans certains voyages dans le temps. Et surtout, mine de rien, ça apporte une certaine dimension, on va dire, à l'univers du Visiteur du Futur, assez novatrice, dans le sens où, effectivement, on nous le racontait dans les premières saisons, mais on ne montrait pas vraiment les conséquences des actions. C'est vrai que là, on est vraiment... On est plus centré sur son présent à lui, alors que dans les séries, c'était quand même, bon, à part la 4e saison, on était plus dans le quotidien, etc. de Raph. Ici, Raph a intégré l'équipe, on voit plus son appart, etc. Hein, c'est fini ça, de toute façon, on avait bien compris qu'à la fin de la saison 4, c'était compliqué. Et il y a quelque chose, tu l'as dit, dans l'intimisme, oui, il y a des scènes qui sont en huis clos, un peu plus sombres, mais il y a des moments où on va quand même se balader à l'extérieur, justement pour faire découvrir aux deux kidnappés ce qui risque de se passer. Voilà ce qui va se passer. Si j'avais, oui, le fameux qui revient que 2-3 fois, même pas dans le film. Hein, voilà, une fois au début d'ailleurs, un peu fait de manière comique, et j'avoue, j'ai rigolé à ce moment-là. Ouais. Et 2-3 fois par la suite aussi, mais effectivement, il n'abuse pas justement, comme tu dis, du fan service dans ce film, et ce n'est pas plus mal. Et on découvre parce qu'on sait. On sait entre guillemets d'où l'on vient, et justement s'ils avaient trop mis, notamment par exemple dans certaines scènes de flashback et autres pour faire plaisir aux fans, je pense que ça aurait perdu une bonne partie des spectateurs. Donc c'est plutôt un choix intéressant de se placer vraiment du point de vue de la fille du politicien, qui découvre justement cet univers et qui essaie de comprendre un peu les enjeux, les tenants et les aboutissants entre l'équipe du visiteur, la brigade temporelle, son père, et justement potentiellement ce qui peut se passer avec cette fameuse centrale que l'on voit notamment dans les bandes annonces du film. Et dès le début, c'est vrai que ça s'ouvre là-dessus, mais justement pour en revenir, l'univers du futur, on a des petits endroits comme ça. Par exemple, celles et ceux qui ont lu un certain bouquin qui s'appelle La Meute, voilà, on n'en dit pas plus pour l'instant. Et d'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, même si on n'a pas lu le bouquin, on a ce qu'il faut pour apprécier ce moment-là. Bien sûr. Et puis il y a aussi le fameux premier bar après la fin du monde, référence au dernier pub avant la fin du monde de Edgar Wright, hein, je pense. Ce pub extraordinaire où on a les gens, c'est là où on a plein de caméos et on voit que ils sont un peu dégénérés. Aussi, je pense une référence musicale, alors on en parlera plus dans un spoiler, mais par rapport au premier générique de la première saison, où les fans se souviendront, mais justement la musique de fin est un petit rappel sympathique à ce niveau-là, et je pense que ça joue aussi avec le titre de ce bar-là, justement. Et puis bon, ils ont les droits maintenant, ça on y reviendra, parce que il y a un truc là-dessus quand même. Et donc, les actrices, acteurs aussi, parce qu'avant de parler de la zone spoiler, on va vite y arriver,
Alors, moi j'ai été vraiment épaté par Arnaud Ducré parce que c'est pas aisé de le voir dans un rôle comme ça, c'est plutôt un acteur comique. Je trouve qu'il est très mature sur les scènes de face à face avec sa fille, ça passe très bien. Et alors, une petite révélation pour Enya Barou. Ah oui, tout à fait. Très très bonne actrice. À suivre avec attention par la suite pour ma part. Alors c'est la fille de son père, certes, mais quand même, là elle a un rôle qui n'était pas évident sur le papier, et elle se débrouille très bien, dans l'émotion surtout. Oui. Et alors justement, c'est là où le film étonne, parce que l'humour y est, mais pas tant que ça. On va dire au début, un peu dans la centrale avec McFly et Carlito, mais il y a quand même une tension dramatique, et après dans le bar, mais sinon sur certaines punchlines, plus trop. Par exemple, Castafolt, il n'y a plus trop d'humour, à part quand il regarde un livre robot, parce que voilà. il est coquin. On mais en dira sinon, pas plus. c'est très axé sur l'émotion et le côté tragique, je trouve. Et c'est ça qu'il y a de bien avec ce film, c'est qu'ils ne sont pas tombés dans la parodie comique facile de référence. Ils ont voulu vraiment raconter quelque chose de sérieux, et donc de fait, on est émotionnellement touché lorsque les personnages sont touchés, parce que les personnages prennent les enjeux au sérieux, et la menace n'est à aucun moment décrédibilisée, malgré, on va dire, certains moments entre guillemets comiques de certains personnages, et pas la menace principale, et donc on y croit. T'as des moments, bon, vers la fin, sans spoiler, de l'humour temporel, bon... même dès le départ, avec la fameuse le fameux apprentissage d'une certaine langue, qui n'est pas la bonne pour le coup, justement. Ah, ça c'est super drôle. Bah là, c'est même pas un spoil, mais c'est vrai qu'il y a une notice en mandarin, non, en cantonais, je crois. Justement, c'est pas au mandarin, justement, mais tu vois, ce petit passage-là, pour moi, je me suis dit, petite référence au style d'humour des premiers épisodes pour replacer un peu le contexte. Mais ça marche. Pour le coup, ça permet de montrer justement les enjeux, de montrer un peu... en fait, cette scène-là, moi, je me suis dit, on nous rappelle d'où l'on vient. Et puis c'est un hommage. C'est un petit hommage au film d'action d'antan aussi, où il fallait couper le fil rouge, le fil bleu. Là, c'est le bouton bleu, le bouton jaune. Et d'ailleurs, alors je ne sais pas si c'est un hommage aussi voulu, moins volontaire à ce niveau-là, mais je ne sais pas toi, mais par exemple, les costumes de la brigade temporelle, je me suis demandé si ce n'était pas une référence aux armures du film d'animation Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Ah, je peux pas te dire, peut-être, mais c'est vrai que c'est très futuriste. Dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, parce que pour le coup je me suis dit, il y en a un qui a vu ce film là, et très bon film que je recommande au passage d'ailleurs. Disons que la brigade temporelle maintenant a du budget, puisque apparemment c'est le gouvernement qui... ça se ressent, et on sent que mine de rien, les personnages sont assez travaillés à ce niveau là, même si on n'a pas vu la série, on comprend quand même les enjeux et les conséquences des personnages pour le coup, même si je pense que pour certains il va falloir qu'on entre dans la zone spoilers aussi à un moment donné. On va y aller, parce que là, l'intrigue elle évolue, mais comment évolue-t-elle? Alors, attention, spoiler. Alors, pour les spoilers, tiens, Castafolt. Alors, notre cher Henri, qui n'est pas hyper mis en avant. Ça, c'est une surprise, hein, parce que, bon, voilà, parce que, bon, quand il apparaît, comme ça, oui, je suis le docteur Henri Castafolt. Direct, hein. On a son petit moment touchant vers la fin. Mais c'est ça, à un moment, il va se sacrifier, parce que, pour recontextualiser la meute, donc on y arrive, avec les enfants, avec Belette, jouée par Assassila, j'ai oublié de citer l'actrice tout à l'heure, parce que c'est une actrice qui a quand même déjà un bon petit background, et elle est là, et elle protège les enfants. Renard, bah oui, Renard, il s'appelle Renard, hein, le visiteur. Le fameux. Et c'est vrai qu'avant le nom, on rejoue là-dessus, bon, nous on sait, mais avant le nom, on a le logo du renard et tout, puis à la fin, à un moment, vers 2 tiers du film, il dit, bah je m'appelle Renard, mais personne m'écoute. C'est ça, parce que surtout qu'à un moment donné, il dit son nom justement à Alice, la fille du député, mais en fait, à un moment donné, justement, le nom de Renard, justement, on l'entend pas parce qu'il y a un bruit à côté, et en fait, voilà, il a un peu petit clin d'œil sympathique à ce niveau-là. Donc, et donc voilà, bah, Castafolt va se sacrifier pour sauver les enfants de la meute. Et on croit qu'il meurt, mais c'est un robot, donc on peut le reconstituer. Mais voilà, il y a plein de petits moments comme ça, très touchants, évidemment. Alors tiens, avant, un petit bémol. Ah, il est là le bémol. Mathéo. On veut pas tomber dans le fanservice, d'accord. Mais je trouve que là, du coup, il fait presque comme juste employé lambda de la brigade temporelle. Je m'attendais à un face-à-face plus profond avec le visiteur. À un moment, on les voit assis. Avec Judith ? Non, pas ça, même pas du tout. Non, juste à un moment, on les voit assis. Je pense qu'il y a eu des scènes coupées et tout. Mais bon, comme il n'est pas censé se rappeler, puisque comme il est passif sur des reconstructions temporelles, il se souvient pas. Alors que si tu es actif sur les changements, tu te souviens. C'est une petite explication
hashtag bidon, parce que, évidemment, on peut pas expliquer les trucs temporels, mais pourquoi pas, ça fonctionne dans la cohérence ici. Dès la première saison, le personnage nous dit qu'au final, personne n'y comprend jamais rien. Donc c'est acté, c'est assumé dès le départ. Mais du coup, aucun background sur Matteo. Bon, il pourrait y avoir des suites, on n'en sait rien, hein, c'est pas fermé en tout cas. Mais au moins, on a une scène extraordinaire où le visiteur et Matteo se retrouvent pendant la Première Guerre mondiale. Une scène très propre d'ailleurs en termes de mise en scène. Ah, c'est génial. J'entends. Et enfin, dans le visiteur du futur, on va voyager à un passé plus lointain. Hein, il était temps, parce que c'est vrai que quand on regardait la web série, je me dis mais pourquoi ils vont jamais voir plus loin avant? Petit problème de budget malheureusement, si on veut dire ça, comme ça. Mais au-delà de ça, cette scène était très bien fichue à ce niveau. On ressentait la tension, et je pense que malgré tout, les gens qui n'ont pas vu la série, justement, ils verront qu'il y aura un passif avec ces deux personnages, mais on va dire que l'absence d'information ne nuit pas à l'ensemble, parce que on voit dès le départ qu'il y a quelque chose entre les deux qui est développé par la suite à ce niveau-là. Oui, puis il y a une écriture assez sérieuse et maîtrisée là-dessus. C'est justement, il y a cette explication certains n'ont plus des souvenirs de ce qui a pu se passer avant, comme Matteo, et d'autres, comme nos héros actifs, quoi. Donc ça se justifie, on va dire. Mais évidemment, le centre névralgique de l'émotion, c'est autour de Gilbert, donc le père, le politicien, et sa fille Alice, parce que... Bon, Alice veut sauver son père, mais quand même, il faut sauver le monde. Que faire? À un moment, il se retrouve quand même vers la fin du film, retourne dans le présent, menace forcément. Gilbert, il veut pas. Il a pris conscience des choses, mais il veut pas. Mais on l'oblige, la brigade temporelle l'oblige en prenant Alice, sa fille, en otage. Et là, il va se passer un truc. Bon, là, c'est... Alors, c'est exactement... Voilà, je spoil un autre film ici, je suis désolé, hein. Mais... c'est la zone spoilers, donc je suis payé. Spoilers dans la zone spoilers. Spoiler dans la zone spoilers, si vous n'avez pas vu l'effet papillon, fermez les oreilles. Parce que la fin, c'est une version alternative de l'effet papillon où un personnage décide de se supprimer ou de s'annihiler d'une certaine manière de la vie. Voilà. Et donc Alice retourne à la naissance, parce qu'il faut savoir que quand elle est née, sa mère est morte. Et retourne à sa naissance pour obliger le médecin à sauver sa mère et à laisser la petite, donc elle-même, mourir. Et c'est terrible. Je t'avoue que lorsque Gilbert a dit Alice, justement, et qu'on le retrouve après à table avec ses nouvelles deux filles, j'ai versé ma petite larme à ce moment-là, parce que c'était assez rare. C'est la première fois, justement, dans le Visiteur du Futur, qu'on voit vraiment comment ça marche, justement. Le côté, ça y est, on a changé, justement. Et même avec Renard et Constance, justement, qui est triste d'avoir échoué, mais Renard, tu le vois la rassurer en disant t'en fais pas, Constance, de toute façon tu vas pas te souvenir de ça, mais c'est pas grave. Et de voir les verres sur la table qui disparaissent parce qu'ils n'ont jamais été là, parce que le changement temporel a fait que le présent est différent, et c'était assez touchant émotionnellement. C'est ça, quand une nouvelle réalité prend part sur une autre, il y a voilà, et c'est un petit peu ce qu'on voit. Il y a cet effet-là dans l'effet papillon aussi dans la réal. Hein. Un petit peu. Donc évidemment, l'influence est nette et claire. J'ai peur que certaines personnes crient entre guillemets au plagiat et sortent de là un peu énervées parce que ça leur rappelle trop. Je dirais hommage. Voilà, mais attention, c'est vrai que je pense que certaines personnes vont se dire ouais, mais bon, on a déjà vu ça dans l'effet papillon, donc mais bon, c'est fait un peu autrement quand même. L'idée est là. Et c'est cohérent avec l'univers du visiteur aussi, parce qu'on avait déjà vu ça avec la saison 2, notamment avec les pluies acides et les conséquences avec les Lombardies. Et là, on voit vraiment le changement. D'ailleurs, il n'y a pas de Lombardie dans le film, hein, mais ça... Non, et d'ailleurs, à ce niveau-là, pareil, on ne voit pas, on va dire, les rescapés de la fin de la saison 4 qui étaient partis dans le portail et qui étaient envoyés un peu n'importe où. Je pensais qu'on allait partir là-dessus, mais finalement, ce n'est pas plus mal parce que ça aurait fait une pléthore de personnages et aussi, on se serait peut-être perdu, mais peut-être pour une future saison 5, qui sait. Voilà, saison 5 ou film deuxième partie, hein, Visiteur du Futur 2. Hein, ou un roman, soyons fous, un deuxième livre à ce niveau-là. Mais au moins, voilà, ils se sont vraiment concentrés. Ils n'ont pas voulu s'éparpigner, et c'est tout à leur honneur à ce niveau-là de se dire, ok, voilà, on va prendre Alice, et on est vraiment du point de vue d'Alice. Et les personnages expliquent de manière assez claire à ce niveau-là, que ce soit Raph qui essaie justement de la rassurer et de lui dire ce qui se passe. D'ailleurs, c'est assez touchant la relation entre les deux.
Bah, Raph, on se souvient, hein, c'est un peu le loser, il a perdu Stella, hein, son ancienne copine, qui a essayé de vivre sa vie. Et Raph, ici, c'est l'éternel gentil, clairement. Et d'ailleurs, il veut tuer personne, lui. Hein. À chaque fois, il dit moi, je veux que personne meure. Hein. Voilà. Le numéro 3 du trio, comme il dit lui-même. C'est triste, mais bon, il est fidèle. Hein. Et à la fin, c'est lui qui nous fait l'humour temporel en se télétransportant comme ça dans la pièce, même dans la piscine, pour pas se faire tuer par Victor, le méchant. Et encore, attention, parce que pour la piscine, pour le coup, ce n'était pas voulu. C'était vraiment plus ou moins par accident à ce niveau-là, mais ça marche. Mais donc, il est bon. C'est le résultat qui compte. Il est très bon en apnée, on a ça. Voilà, c'est du détail. Mais bon, Raph, oui, voilà, il a évolué aussi, mais ça reste quand même le petit gars qu'on a connu de la web-série, sans être trop mis en avant non plus, comme Castafold, qui sont un petit peu en retrait par rapport à donc cette intrigue principale qui finalement, nouvelle vie pour Gilbert, qui va avoir une nouvelle famille, qui aura toujours été la sienne en fait. C'est ça. Et il va signer un autre contrat pour les énergies renouvelables. Quand on voit ce film et la situation climatique, énergétique du moment, ça fait sens. C'est ça. Et en un sens, ça revient, entre guillemets, avec les départs de la série, parce que le premier épisode, la fameuse canette de départ, ça avait, même si c'était humoristique, ça avait cette portée-là. Et dès la deuxième saison, avec une autre centrale, décidément, c'est toujours la thématique des centrales dans ce futur-là. Il y a toujours quelque chose avec une centrale. Mais là, on sent que c'est une centrale légèrement plus, on va dire, menaçante, quand on voit le fameux nuage qui menace d'éradiquer une partie de l'humanité, qui est vraiment bien fichu. Oui, d'ailleurs, beau nuage. Il est très propre à ce niveau-là, donc franchement, rien à redire au niveau des effets spéciaux de la mise en scène. C'est un beau nuage numérique qui fait bien flipper, avec les zombies qui partent en fumée, même à un moment, hein, ça n'épargne personne. Et l'ambiance est là, il y a la place pour une suite. Ça, c'est sûr. Maintenant, il faut que ça fonctionne et il faut que derrière les producteurs veuillent réenclencher une suite. Mais est-ce que tu as d'autres choses à rajouter dans la zone spoiler? Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, si tu as noté justement au départ le nombre de sociétés qui a produit le film. Ouais. On sent qu'ils ont galéré pour trouver les moyens pour filmer le film. Et heureusement qu'ils ont réussi à trouver. Franchement, chapeau à eux d'avoir réussi à trouver. Mais il faudrait encourager plus de productions françaises de faire ça parce que quand on met les moyens dans un film, eh bien, on arrive à très beaux résultats. Ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a finalement qu'un budget de 4,5 millions d'euros. C'est peu pour ça. C'est ça. Surtout quand on voit en comparaison les productions américaines sur le même sujet. C'est ça. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de salaires. L'argent pour les salaires des acteurs, ça a été léger, je pense. Hein. À part Arnaud Ducré, peut-être. Et encore. Mais on sent que c'est la passion qui anime les personnes qui ont travaillé autour de ce projet. C'est ça. Mais du coup, je pense qu'on peut, on n'a pas été exhaustif, mais c'est pas grave, on referme la zone spoiler. Et avant la conclusion, dernier mot aussi hors spoiler, on aime bien. Souvent, je reviens là-dessus d'ailleurs, avant la conclusion, c'est la musique. Parce que la musique est toujours composée par Jimmy Tillier. On a même la petite truc de robot à un moment. Et d'ailleurs, c'était sympathique de réentendre le thème du visiteur dès le départ. Oui. Voilà, donc fidélité aussi au compositeur de base, avec quelques chansons, etc. Et bien sûr, It's the End of the World as we know it, ceux qui se rappellent de la web-série, on va pas réexpliquer, mais l'histoire est belle, parce que là, ils ont quand même enfin eu, je pense, l'argent pour la garder. Le petit clin d'œil qui fait plaisir aux fans, sans que ça dénature le plaisir du visionnage pour les non-fans. Non, et puis du coup, avant la conclusion, on espère une suite, ça c'est certain, mais on verra. Et surtout, une sortie Blu-ray. Oh, ça va venir, ça c'est sûr, sortie physique il y aura, puisque c'est sorti au cinéma, mais du coup, oui, suite, web-série, autre, relancer la machine, ou autre film, ou roman, ou etc., ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, ta conclusion et ta note, mon cher capitaine. Eh bien, si vous voulez voir un film réalisé par des passionnés et un film surtout de science-fiction et de comédie récemment en France, n'hésitez pas à voir ce film, pour qui je donne la note tout simplement de 10 sur 10. Ah, ça, toi, tu ne fais pas semblant. Quand tu aimes, tu aimes. Hein. C'est exactement ça. Et toi, du coup? Alors, ce film est très important dans le paysage cinématographique français, parce que de la SF française, on a eu récemment Vespers Chronicles, qui est à moitié lituanien, mais voilà. Et ce genre de film-là, ça fait du bien, c'est ambitieux. Alors, par rapport à la web-série aussi, parce que de voir de là où ils sont partis et les voir ici, c'est très touchant. Moi, j'ai eu mon émotion rien que pour cela. Dès que le film commence, tu es dans une salle de cinéma et tu vois le visiteur du futur. C'est génial, ça.
Et malgré les petits défauts ici ou là, mais qui sont nécessaires au fait d'avancer une vraie intrigue nouvelle pour que les gens découvrent sans connaître la série, et pour éviter le fan service gratuit, donc ça je salue aussi, et ben, le film est réussi, il va au bout de sa passion, j'ai envie de dire, et rien que pour cela, bah oui, moi je mets un bon 8 sur 10, j'aurais pu mettre 7, tu vois, si ça avait été une production où j'aurais été moins attaché, mais là, il y a quelque chose, il y a du cœur, ça va au bout des... Ouais, l'émotion est là. Tout le monde était impliqué. Il y a des révélations niveau acting, donc notamment Enya Barou. Donc j'ose le 8 sur 10, et c'est un film marquant de l'année 2022. Pas le plus abouti ultimement cinématographiquement de tout ce que j'ai pu voir cette année, mais contextualisons ici. Il faut contextualiser. Ça part de rien à la base, entre guillemets, d'un délire de potes, et on en arrive là. Avec cette ambition, donc bravo Monsieur François Descraques. Et merci. Voilà, et merci Raphaël, Florent et tout le monde, hein, tous ceux qui sont là depuis le début, et celles et ceux qui se sont greffés au projet depuis, parce que voilà, c'est une grande famille maintenant. Et si suite il y a, peut-être qu'on reverra certains personnages qu'on n'a pas vus là, tout est ouvert. On croise les doigts. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir d'en parler avec toi, mon cher capitaine. Plaisir partagé. On a pu finir la boucle de causalité avec ce film-là. Et ça fait plaisir. Parce que vous pouvez retrouver notre podcast sur la web-série, posté il y a quelques jours, 2-3 semaines, je sais plus. En tout cas, on vous invite à aller le voir en salle et on veut vos réactions dans les commentaires. Lâchez-vous, même si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave. L'important, c'est d'en parler. Et il ne reste plus qu'à vous dire... Juste avant, dites-nous ce qui s'est passé. Voilà, durant votre séance. Voilà ce qui s'est passé. Et le mot final... À la prochaine. Ciao.